Alors, merci beaucoup Marek, Jurek. Nous allons maintenant tourner complètement de l'autre côté de la planète, dans des pays qui sont chers aussi à nous Français, des pays d'Indochine, le Cambodge et le Vietnam, qui malheureusement sont toujours sous le joug communiste. Je passe d'abord la parole, on va commencer par le pays le plus récemment tombé sous le joug communiste, le Cambodge. Je passe d'abord la parole à Madame Bion Ung Bun O, qui a été, je crois, vous êtes la veuve du dernier président de l'Assemblée libre de Phnom Penh. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de mes compatriotes et de moi-même, de remercier tous les organisateurs d'avoir bien voulu m'accorder aujourd'hui la parole. Même après 42 années, évoquer le génocide cambodgien pour moi est toujours très émouvant et je demande donc votre indulgence. Nous avons hérité les Khmers rouges grâce au PCF, le Parti communiste français. Parce que dans les années 50, lorsque mon époux et les chefs Khmers rouges étaient venus faire leurs études en France, c'était... Merci. Mon mari avait comment dirais-je, pouvait venir, mais en tant qu'étudiant libre. Et les autres devenus chefs Khmers rouges, c'était les PCF qui accordaient la bourse aux communistes. Mon mari n'avait pas le droit parce qu'il n'était pas communiste. Alors donc, arrivé en France, le PCF subvenait à toutes les dépenses, nourrissait tout, subvenait à tout, aux chefs, aux personnes qui devenaient après des chefs Khmers rouges tels que Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, etc. Donc je peux dire que si nous avons eu les Khmers rouges, c'est grâce au PCF. Et merci au PCF. Voilà. Et évidemment, comme disait monsieur, un de nos intervenants, on avait dit, Jean de la Couture avait écrit « Phnom Penh libéré ». Mais libéré de qui, de quoi? Nous étions des gens simples, heureux. Nous n'avons jamais connu la guerre comme malheureusement au Vietnam. Mais nous n'avons pas besoin du communisme. Et c'est parce que nous ne voulons pas du communisme que nous avons été tués environ de 3 millions. Je peux dire 3 millions parce que l'ONU avait dit simplement 1 800 000, mais tous ceux qui ont été éventrés, égorgés, jetés dans les fleuves, dans nos rivières, n'ont jamais été comptabilisés. Ils étaient tellement nombreux, les corps, que flotter dans les rivières, vous ne pouvez même pas essayer d'avoir de l'eau pour boire sans écarter les corps pour prendre l'eau. Vous voyez, pour vous dire. Donc dire que 1 800 000, bon, c'est pas ça, on le dit, tant pis. Alors voilà, le 17 avril 1975, ce fut l'apocalypse totale au Cambodge. Phnom Penh est tombé aux mains des communistes Khmers rouges, des êtres sauvages, sans foi ni loi. La tuerie avait commencé dès le 17 avril, dès qu'ils rentraient. Les malades ont été sortis, même ceux qui ont été opérés, ne pouvaient pas marcher, ont été sortis des hôpitaux. Les 2 millions d'habitants de Phnom Penh ont été chassés de chez eux vers une destination inconnue. Les familles séparées dans la cohue sous la menace des gardes communistes Khmers rouges, sous des mitraillettes. Les gardes Khmers rouges tuaient à bout portant. Quand la maman voulait aller prendre son fils qui était sur l'autre trottoir de la rue pour pouvoir sortir, évacuer, parce qu'il faisait évacuer tout le monde, non, elle n'avait pas le droit, elle devait partir de son côté, le fils devait partir là-bas, et si elle allait, il les tuait à bout portant.
fut le cas de ma sœur, qui a voulu aller prendre son fils qui avait 3 ans sur l'autre trottoir. Et donc, alors, j'aimerais préciser que la population, lors de ce génocide, le 17 avril 1975, comptait environ 7 millions d'habitants. Et en moins de 4 ans, les Khmers rouges ont exterminé pas moins de 3 millions. Ce qui me fait dire que c'est quand même un quart de la population. Alors, ce qui revient à dire que, or, si on fait un calcul rapide, si un tel génocide s'était produit en France à la même époque sur l'échelle de 52 millions d'habitants, cela se serait traduit par 17 ou 18 millions de morts. Je fais cette comparaison, c'est pour montrer, pour avoir la notion un peu plus positive. Évoquer le génocide cambodgien est un devoir de mémoire pour tout le monde, non seulement pour les Cambodgiens, pour que cette chose-là n'arrive plus, et surtout aussi pour la mémoire de nos morts et pour les victimes qui sont encore vivants, qui vivent toujours, mais en parallèle de leur passé et de leur vie ici. À ce jour encore, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi tant de violence que ces communistes Khmers rouges faisaient sur nous, nous faisaient subir parce que nous ne voulons pas être communistes. Qu'avaient fait les enfants pour être torturés, être contraints d'assister au supplice de leurs parents sans avoir le droit de pleurer ni de verser une larme, et d'être enterrés vivants après. Qu'avait fait la population pour subir des actes de barbarie de ces communistes? Avoir les yeux crevés, des membres brisés, les langues coupées, etc., etc. Et tout ceci, aucun journaliste occidental ne mentionnait toutes ces tortures, ne mentionnait, ils savaient, les journalistes le savaient. Et les bombardements que les communistes, dont les communistes russes, communistes nord-vietnam, communistes chinois, bombardaient Phnom Penh avant la chute de Phnom Penh aux mains des Khmers rouges, chaque nuit, vers 4h, 3h du matin, c'était 200 roquettes, 300. Si c'était des roquettes russes, si une roquette tombait sur une de vos villas, une maison, vous avez la villa, n'en parlons plus, les gens non plus, on n'existe plus, vous avez un trou de 30 mètres. Si c'était les bombes des Chinois, c'était à peine la moitié, une quinzaine de mètres, et si c'était des roquettes nord-vietnamiennes, un peu moins. Mais vous, si vous êtes sous cette roquette-là, ce n'est pas la peine de savoir où vous êtes, on ne parle plus. Et tout ça, aucun journaliste occidental ne mentionnait. Mentionnait au contraire des choses pas vraies, telles que le bombardement américain. Ce n'était pas vrai, j'étais là-bas et je n'étais pas plus américain ou plus que rien. J'étais moi-même d'abord cambodgien, qui essayait de ne pas mourir sous cette bombe. Parce que quand vers 2h, 3h du matin, on entendait le bruit, comme ça, on savait, on réveillait nos enfants, descendait pour se mettre à l'abri. Nous, ma famille et moi, on essayait de se mettre sous les escaliers parce qu'on me dit c'est peut-être plus qui nous protégerait. On se mettait dans les bras les uns des autres, ma fille, mon mari et moi, on s'est dit si la roquette tombait, nous mourrons ensemble, il n'y a pas un de vivant ou l'autre mort, c'est ensemble. Et tout ça, j'en veux beaucoup aux journalistes occidentaux qui ne mentionnaient jamais ces choses quand ça venait des communistes, mais mentionnaient des choses fausses en disant bombardement américain. Il n'y avait pas de bombardement américain à cette époque. J'étais là. Les Américains bombardaient
la frontière entre le Cambodge et le Sud-Vietnam parce que le prince Norodom Sihanouk donnait asile aux Nord-Vietnamiens communistes à avoir leur territoire dans le sol khmer. Creusaient même, faisaient des hôpitaux, les communistes nord-vietnamiens étaient dans le territoire khmer. Alors quand les soldats américains et sud-vietnamiens non communistes les poursuivaient ces communistes nord-vietnamiens, eux, ils rentraient dans les souterrains qui sont dans le terrain cambodgien. Donc, les bombardements, évidemment, c'était les gens de la frontière subissaient, mouraient, ça c'est sûr. Et le Cambodge avait protesté à l'ONU, mais c'était peine perdue. On ne nous écoutait pas. Nous étions un petit pays qui ne valait pas la peine parce que nous n'avons pas ni pétrole ni rien à ce moment-là. Donc, mentionner que les Américains nous bombardaient, ce n'était pas vrai, c'était à la frontière seulement. Mais ce n'était pas tout le temps. Mais les bombardements des communistes, ça, ils ne mentionnaient pas. Voilà. Alors, comme monsieur disait, comme monsieur le... Attendez, j'ai oublié le nom. Monsieur le Tuillois vous me disait, je suis la veuve du président de l'Assemblée nationale, le dernier président de l'Assemblée nationale de la République khmer, qui, le 17 avril, est allé avec 800 autres personnes à se réfugier dans l'ambassade de France à Phnom Penh, au Cambodge, parce que c'était la seule ambassade non fermée, ouverte encore. Les autres ambassades étaient toutes fermées. Et malheureusement, parce que mon mari croyait, mon mari avait fait les études en France, l'école de commerce en France. Et donc, aimait la France comme tout Cambodgien de mon époque. Croyait en la France, en la liberté, à la démocratie, aux droits de l'homme. Il était donc allé se réfugier à l'ambassade de France. Malheureusement, il a été extirpé de force par 2 gendarmes de l'ambassade de France. Ordre du Quai d'Orsay de refuser asile politique et protection à mon mari ainsi qu'à 800 autres personnes réfugiées à l'ambassade de France pour remettre en main propre au Khmer Rouge, directement au Khmer Rouge. Et depuis qu'il a été remis, je n'ai plus de nouvelles. Donc, évidemment, il n'y a qu'une seule issue, étant donné que les Khmer Rouges réservaient des tortures spéciales pour les hauts dignitaires. Je n'avais plus de nouvelles. J'avais vu à la télévision mon mari en photo arrêtée, qu'on le sortait de l'ambassade. J'ai compris, l'animateur de la télévision avait dit, on le sortait pour le remettre au Khmer Rouge. Mes enfants ne savaient pas encore bien le français, ma fille qui venait à peine d'arriver, parce qu'il faut vous dire, j'étais partie de Phnom Penh 1 semaine avant la chute de Phnom Penh. Et donc, mes enfants étaient allés embrasser leur papa sur l'écran de télé et me disaient, tu vois, maman, papa va venir. Tu vois son image. Et ils ne comprenaient pas qu'en disant ça, au contraire, il allait être livré. Je n'ai pas osé pleurer devant mes enfants. Je suis rentrée dans ma chambre. C'est là que j'étais effondrée parce que je sentais dorénavant que la seule chose que je pouvais faire pour mon mari, c'était prier Bouddha, ma religion, qu'il s'éteigne vite sous la torture, qu'il meure vite.
parce que je sais que ça sera sous la torture qu'il va mourir. Tout ce que je pouvais faire pour lui, c'est prier pour qu'il meure vite. Voilà. Alors, oui, les ordres du Quai d'Orsay étaient signés Claude Martin, mais tous les télégrammes avec les ordres de refus et de remettre avec les noms des hautes personnalités pour remettre au Khmer Rouge en cas de besoin, tous ces télégrammes, je les ai en copie. Les télégrammes du Quai d'Orsay passés par M. Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, qui étaient chefs de l'État et Premier ministre, mais qui étaient trop lâches pour signer eux-mêmes, qui a donné à M. Claude Martin de le signer. Alors, les 800 personnes ainsi que mon mari ont été dénoncées, nom par nom, pour les hautes personnalités, telles que mon mari, le prince Sirik Batak, une des favorites et les enfants de Norodom Sihanouk, ainsi que d'autres ministres. Ils ont été dénoncés et livrés directement. Tous ont été tués, ainsi que les 800 autres personnes. La France de Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac ont préféré reconnaître le régime Khmer Rouge. Oui, reconnaître le régime Khmer Rouge 2 mois avant la chute de Phnom Penh. Et que de reconnaître, que d'aider les républicains khmers non communistes. Tout cela, vous savez pourquoi? C'est par complaisance pour le prince Norodom Sihanouk, par amitié. Le prince Norodom Sihanouk, il faut vous signaler que était le président des chefs Khmer Rouges, le chef de l'État des Khmer Rouges, le chef de l'État, chef des commandants en chef et tout des Khmer Rouges. Voilà, que vous dire de plus? La France de Giscard d'Estaing et non pas la France, la vraie France de tous les Français. La France de Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac de 1975 avait refusé l'asile politique, la protection aux personnes en danger de mort certaine. C'est là une forfaiture indiscutable aux droits de l'homme et du citoyen. L'affaire de l'ambassade à Phnom Penh est une seconde affaire du Veldiv, ni plus ni moins, exactement, dénoncée, livrée, exactement une seconde Veldiv. J'ai par devers moi tous les documents, les photos, les preuves. À l'ambassade, j'ai même la photo quand mon mari se débattait entre les 2 gendarmes français qui voulaient le remettre aux mains des Khmer Rouges. Il y avait un ami des Nations, qui travaillait aux Nations Unies, qui nous connaissait, qui était choqué par le geste des Français de l'ambassade, qui avaient brutalisé mon mari pour le remettre là. Il avait pris une photo et a envoyé à Newsweek. J'ai cette photo, Newsweek avait sorti dans leur magazine en 1975 et M. Bernard Hamel, notre ami, avait pu procurer ce numéro de Newsweek à Bangkok parce qu'il attendait les amis cambodgiens une fois qu'il attendait à Bangkok. Et donc, m'avait remis ce Newsweek. J'ai la photo. Mon mari qui se débattait, on le voyait qui se débattait comme ça, entre 2 gendarmes. Et cette photo, voyez-vous, quand j'avais porté plainte contre l'État français de Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, ça fait normal, pas contre la France, mais contre ces messieurs qui sont responsables, indiscutables, responsables. La décision de refuser l'asile politique et de faire livrer, dénoncer, je suis désolée, un pays comme la France, quand on a été président de la République française, accepter le régime Khmer Rouge et livrer les républicains non communistes aux mains des Khmer Rouges, c'est impardonnable et doivent être jugés.
Mais comme ces messieurs sont tellement des grandes personnalités, la justice française a créé fait par un non-lieu qui est honteux, un non-lieu honteux. Tout ça parce que M. Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et quelques hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, le fameux Quai d'Orsay qu'on entend encore parler, il y a bien des choses que tout le monde nous ne savons pas. Oh oui, il y a bien des choses qu'on ne dit pas sur le Quai d'Orsay. Voilà. Et alors donc, c'est quoi vous dire de plus que je suis désolée. Je remercie et je serai à jamais jusqu'à ma mort reconnaissance à la France, aux Français qui ont accepté d'accueillir mes compatriotes et moi quand nous avions besoin. Ça, ma reconnaissance et ainsi de tous mes compatriotes envers vous, les Français, sera à jamais. Mais non, mais je demande justice, que M. Chirac et M. Giscard d'Estaing soient mis en cause. Il n'y a pas de raison, ils sont responsables. Si ça avait été un simple fonctionnaire ou un de vous, vous verrez, vous serez jugé tout de suite. Mais eux, non. Pourquoi? Ils vont mourir tranquillement dans leur lit, tandis que mon mari a subi des tortures atroces. Et encore maintenant, je ne sais même pas où est son corps. Je ne sais même pas où il a été enterré, dans quel trou où il est, pour aller ne serait-ce que prier sur ce bout de terrain, au-dessus de ce trou. Je ne sais même pas, ma famille ne sait même pas. On ne sait même pas comment aller lui rendre hommage, ne serait-ce que sur ce bout de trou qu'il est là. On ne sait même pas. Et alors, j'en veux. J'en veux et j'accuse Giscard d'Estaing et Jacques Chirac et Claude Martin d'avoir commis cette forfaiture. Et toutes mes excuses à vous si j'ai parlé de ça, mais je devais vous le dire. J'avais demandé à M. Rochard si je pouvais vous dire ça. Il m'avait dit que je pouvais, donc je le dis. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup.